Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle Unipop confinée. Après une petite période d'interruption, on aurait aimé poursuivre ça de façon un peu plus assidue, mais c'est comme ça n'a pas pu se faire. En tout cas, on est vraiment très heureux d'avoir quand même pu maintenir ce rendez-vous ce soir avec Carole Desbarats, que je remercie infiniment d'avoir accepté de se prêter à cet exercice qui n'est pas évident, l'Unipop en distanciel par Zoom. Et puis d'avoir accepté aussi ce sujet qui n'était pas prévu au pied levé. Donc voilà, un immense et sincère merci à toi, Carole. C'est toujours un vrai plaisir de te retrouver puisque tu nous fais l'amitié d'intervenir chaque année ou presque, enfin oui, je pense, tous les ans à l'Université Oui, tous populaire. les ans. Oui, pour des analyses de films, il y avait notamment eu Monsieur Smith au Sénat, ce qui n'est pas dénué de rapport ou d'intérêt par rapport à ce qui va nous occuper ce soir. Et puis, tu nous as accompagnés aussi sur des plus longues sessions dans le cadre des Unipop d'été, et notamment la dernière fois, c'était sur les séries télévisées. Et tu avais déjà parlé de cette série extraordinaire dont on va parler ce soir. Alors, je voudrais, même si je sais que voilà, beaucoup d'unipopiens te connaissent déjà, il y a quand même chaque année des nouveaux inscrits, on s'en réjouit. Donc je voulais quand même rappeler qu'après avoir beaucoup enseigné, écrit sur le cinéma, avoir travaillé au sein de la prestigieuse école de la FEMIS et t'être intéressé à des questions d'éducation et de transmission aux images, tu fais aujourd'hui partie du comité de rédaction de la formidable revue Esprit, dont je recommande vraiment la lecture, et notamment un de tes derniers articles paru récemment qui s'appelait Menaces sur les petites salles de cinéma, un très bel article qui saisit de façon très juste la situation des salles aujourd'hui et puis qui réaffirme aussi l'importance de la projection en salle. Donc voilà, je conseille notamment cet article et puis la revue qui est passionnante. Et puis évidemment, je précise que tu es aussi la directrice artistique des rencontres sur les séries qui se déroulent au Havre les années normales, j'ai envie de dire. Alors, pour revenir à ce soir, puisque parmi tes productions, on te doit un formidable ouvrage, j'espère qu'on voit bien ici que j'ai là, sur donc cette série qui t'a passionné, qui t'a beaucoup occupé et qui sera notre sujet ce soir, donc The West Wing en version originale et à la Maison Blanche en français. Donc ce livre-là, The West Wing au cœur du pouvoir, qui nous replonge dans le plaisir de spectateur qu'on a devant cette série et puis qui décrypte aussi de façon rigoureuse, intelligente et passionnante les ressorts qui font toute la réussite et la saveur de The West Wing. Donc cette série justement, je rappelle qu'elle compte 7 saisons, qu'elle a été diffusée entre 1999 et 2006 sur la chaîne NBC aux États-Unis. On peut la voir enfin sur MyCanal en VOD en France. On se réjouit de cette nouvelle parce que c'était pas évident de voir The West Wing jusqu'à présent. Et cette nouvelle qui est arrivée aussi opportunément dans le contexte des élections américaines qu'on connaît et qui correspondait aussi à l'arrivée là sur Netflix du dernier film en tant que réalisateur de Aaron Sorkin, qui est le créateur et grand Manitou de The West Wing dont on va parler bien sûr. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on a voulu avec Carole faire cette discussion ce soir sur cette grande série qui est The West Wing. Alors l'originalité de l'exercice, même si ça peut être le cas pour beaucoup d'Unipop, c'est que beaucoup d'entre vous vont peut-être savoir tout à fait de quoi on parle et puis d'autres ne connaissent peut-être pas la série, n'ont peut-être jamais vu. Alors ce que je voudrais dire, c'est que, pour rassurer éventuellement ces personnes, c'est que comme finalement The West Wing fait une grande place aux spectateurs et essaie de ne laisser personne à l'extérieur des discours et des événements qui sont décrits, on va aussi, nous, faire en sorte de laisser personne sur le côté et faire en sorte que notre analyse et notre propos soient éclairants, même pour ceux d'entre vous qui n'auraient jamais regardé cette série. Et puis pour ceux qui s'inquiéteraient éventuellement aussi des problèmes de spoil, je crois que tu avais un petit mot à dire, Carole, sur cette question. Je vais te laisser Oui, la tout à parole. fait, tout à fait. Mais je vais commencer par dire que je suis ravie de retrouver le public du Jean Eustache, FUS, en distanciel, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup chaque année, venir vous voir, venir dans un lieu où il y a un vrai public qui a une éducation, qui a une façon de penser le cinéma, de poser des questions, qui pour moi est toujours très, très revigorante. Je repars chaque fois de Pessac complètement régénéré. Eh ben, Donc là, on va faire ce qu'on peut hein, voilà. avec le distanciel, mais quand même. Oui, je voulais faire un petit préalable parce que je sais que
dans les gens qui regardent les séries, vous savez, il y a beaucoup de catégories. Il y a les gens qui ne regardent jamais les séries, les cinéphiles purs et durs qui trouvent que c'est une perte de temps, que c'est pas possible d'être mangé comme ça dans leur vie parce que c'est chronophage. À ceux-là, je leur dis contentez-vous d'une saison. Ça fait jamais la durée d'un film de Bellatar, pas plus. Il y a ceux qui dévorent complètement les séries, qui savent tout sur tout. Et alors là, ceux-là, ben, bienvenue, parce que moi, je ne sais pas tout sur The West Wing, même si j'ai vu les 155 épisodes 4 fois. Je suis encore manque d'informations, donc bienvenue. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas encore vu The West Wing, qui ont bien envie de le voir et qui ont peur qu'on spoil. Alors là, je voudrais m'adresser à vous, à la dernière catégorie. Voyez-vous, quand on fait ces unipop, on part d'objets qui sont des œuvres d'art. Et en tant qu'œuvres d'art, on les analyse ensemble, on les regarde, on les soumet à notre intelligence commune et collective. Et pour ça, on ne se prive pas de la totalité de l'œuvre. C'est comme si, vous voulez, on faisait une conférence sur la Joconde, et puis que pour ne pas spoiler la Joconde, on supprime le sourire. Parce qu'on dit on ne va pas parler du sourire, parce que sinon on va spoiler. Donc là, si vous êtes dans la catégorie des personnes qui ont très très peur d'apprendre des choses sur The West Wing, je sais que je vais vous décevoir. Nous allons dire des choses sur la narration, parce que sinon, on n'arrivera pas à analyser. Voilà, c'était ça mon petit préalable. Bien sûr, et puis je rajouterais que, évidemment, pour être ici deux preuves vivantes, toi et moi, du pouvoir d'addiction de The West Wing, il ne se réduit évidemment pas à sa trame narrative et tous les éléments qu'on pourrait divulguer ne vous priveront en aucun cas de toute la saveur et du plaisir du visionnement de cette série si c'est votre cas après ce soir. Alors, je voudrais préciser enfin pour terminer ce long préambule que nous avons aussi fait deux choix pour orienter notre échange et un peu trouver choisir des axes et puis parer à ces potentielles limites qu'on vient d'évoquer. C'est d'une part d'essayer de se raccrocher en grande partie au contexte politique des États-Unis, celui de l'actualité immédiate, mais aussi plus largement, on verra ça. Et puis aussi de se focaliser sur une saison en particulier dans cette série, qui est la saison 7, mais on expliquera ensuite pourquoi on a fait ce choix. Voilà, vous comprendrez tout à l'heure. Donc, on va commencer. Peut-être que je vais te laisser d'abord, Carole, présenter de quoi on parle exactement, nous dire en quelques mots, replacer un peu le sujet, le cadre de The West Wing. Alors, ça s'appelle The West Wing. Si vous traduisez, ça veut dire l'aile ouest. L'aile ouest, c'est l'aile ouest de la Maison Blanche, dans laquelle il y a le bureau ovale, qui est le centre du pouvoir américain, et pour les Américains, le centre du monde, puisque, n'est-ce pas, ils sont au centre du monde. Enfin, ils le croyaient à cette époque-là. Et en français, ça s'appelle à la Maison Blanche. Ça prend en considération l'absence de connaissance de la culture américaine du public standard français. J'en profite pour dire, je ne suis pas américaniste et que pour écrire ce livre, j'ai beaucoup lu la Constitution, je l'ai lu, relu, j'ai essayé de travailler, mais je sais que sur certains points, je ne vais pas être assez précise, mais quand même, essayons quand même de le dire. Donc, c'est une série qui se centre autour d'un cercle qui est celui qui est constitué autour du président des États-Unis, un président précis, le président Jed Bartlet, que l'on prend juste au moment où il a été élu, de justesse, avec un score très serré. C'est un président démocrate, on en reviendra plus tard sur ce que veut dire démocrate aux États-Unis, et il est entouré de ce qu'on appelle ses spin doctors, c'est-à-dire ses consultants, c'est-à-dire sa garde rapprochée. Et d'ailleurs, que ce soit sur la couverture du petit livre que j'ai fait ou que ce soit sur les couvertures différentes de DVD, etc., on les voit toujours autour du président, comme les preux autour de la table ronde, les chevaliers qui, n'est-ce pas, défendent l'ordre et le bien commun. Ils ont comme caractéristique d'avoir quelque chose qui est un peu bizarre aujourd'hui, enfin qui est devenu bizarre. Ils sont passionnés par le bien commun. Ils sont passionnés tous autant qu'ils sont par l'idée de servir la République, de servir les États-Unis et d'être le plus noble possible dans leur attitude, y compris quand ils font des actions qui ne le sont pas. Ils ont cette angoisse de ne pas être à la hauteur de la constitution que les pères fondateurs leur ont donnée. Et c'est très sérieux.
C'est très sérieux. La Constitution, ils la connaissent par cœur. Ils la citent à tout bout de champ. Ils peuvent vous réciter des articles, mais exactement, tout le temps. Et eh bien, la série consiste en 155 épisodes qui suivent au jour le jour le quotidien de ce groupe d'hommes et de femmes qui travaillent au sein de l'aile ouest. Et ce quotidien, il faut le prendre à tous les sens du terme, c'est-à-dire, c'est les histoires de nourriture, de sapin de Noël, de faut-il sacrifier ou pas de dinde. Vous savez, c'est une bonne vieille habitude de la République américaine, on sacrifie des dindes avant Thanksgiving et le président Trump, semble-t-il, ne veut pas renoncer à ce privilège. C'est aussi bien que le fait qu'il y a des ogives nucléaires en Corée du Nord, que des problèmes se posent à la frontière du Kazakhstan entre la Chine et la Russie et que ça met en danger toute la planète. Et vous passez allègrement d'un problème extrêmement concret, il faut changer un timbre-poste, il faut choisir l'effigie d'un timbre-poste, à, dans le même épisode, au fait que des gens vont être massacrés dans un pays imaginaire qui s'appelle le Kundu et qui est une transcription du Rwanda au moment du génocide qui se déroulait dans le Rwanda. Donc, cette espèce d'entrelacement est très particulier et nous sommes embarqués. Nous sommes vraiment embarqués et je crois que ça fait partie du plaisir de cette série, il me semble. Alors, formidable, merci d'avoir posé comme ça tous les enjeux principaux de la série. On va justement rentrer dans le détail, décrypter tout ça. Et donc, pour ma première question, je voulais justement te demander, puisque j'avais mis comme sous-titre à cette discussion, dialogue autour d'une série culte. Et c'est un terme, un qualificatif qu'on emploie un peu à tort et à travers, ou en tout cas qui est devenu un peu galvaudé, notamment en matière de série. Mais je pense qu'on est dans le vrai là sur The West Wing. En tout cas, c'est une série qui a un retentissement et une base de fans très importante. Je lisais encore un article qui s'intitulait il y a peu de temps pourquoi The West Wing est la meilleure série de tous les temps. Vous avez peut-être vu, ou entendu plutôt il y a quelques semaines, Éric Rochant sur France Inter. Donc Éric Rochant, réalisateur et créateur du Bureau des légendes, très bonne série aussi, qui disait toute sa passion pour The West Wing et expliquait pourquoi c'était une série de référence. Et les personnalités comme Éric Rochant, dans la sphère culturelle ou politique ou autre, sont très nombreuses à ériger cette série en modèle. Donc voilà, je voulais peut-être partir de là. Comment tu pourrais expliquer, selon toi, que cette série a aujourd'hui ce statut culte comme ça? Et tu voulais pour cela t'appuyer sur un extrait qu'on va peut-être lancer dès maintenant, et puis tu commenteras ensuite si tu veux, si ça te convient. Juste dire comment de facto c'est une série culte, et peut-être ensuite après l'extrait, pourquoi. Pour donner une idée, parce que je pense que parmi les spectateurs du Jean Eustache, il y a des gens qui doivent se dire, mais enfin, moi, je ne l'ai jamais vu, pour moi, ce n'est pas une série culte. Comment vous pouvez affirmer que c'est une série culte? Je voudrais vous donner 2-3 faits pour convaincre les personnes qui ne connaissent pas The West Wing que c'est une série culte. Il y a eu, il y a quelques mois, l'enterrement d'un grand commis de l'État français. Et pendant cette cérémonie, à laquelle assistaient vraiment des ministres et des hauts fonctionnaires de l'État, le générique de la série a été envoyé par la famille, en hommage à la personne qui était enterrée, parce que cette personne avait modelé sa vie sur cet idéal qui était présenté dans la série. De manière plus américaine, disons que par exemple, le président Clinton s'est fait projeter la série à bord de Air Force One, quand même très, très, très glamour, très américain. Je prendrai un autre exemple en disant qu'il y a une influence de la série sur des faits très concrets. Je voudrais juste vous parler de quelque chose qui s'est passé en 2014. C'est un juge de la Cour suprême australienne, Ken Martin, qui a raccourci sa démonstration en faisant appel à la série. C'est-à-dire que face à des producteurs de colza, il a écrit dans sa décision « De nos jours, les tribunaux évitent d'utiliser le latin. » Mais la phrase post hoc ergo propter hoc, qui signifie après cela, donc à cause de cela, ne constitue pas en général un critère suffisant. L'insuffisance d'un simple post hoc ergo propter hoc est évidente. Elle peut même être vue, exposée de manière convaincante dans un épisode de The West Wing. Voilà, c'est vous dire que ce soit de l'Australie à la France en passant par les États-Unis,
il y a quand même dans un certain milieu, ne serait-ce que le milieu politique, une grande affection, au sens corrida, pour cette série. Mais on se rend compte qu'il y a aussi, pour les gens comme vous et moi, qui ne sommes pas des politiques, aussi un très grand plaisir à voir cette série. Et peut-être que là, le fait de voir les premières images que tu nous proposes, Audrey, nous permettra de comprendre ou d'approcher un peu pourquoi. Donc, je vais te laisser peut-être commenter ces images et nous expliquer peut-être enfin, ce que tu peux en tirer de l'efficacité de cette séquence. Il y a beaucoup de choses à dire. Sur la question du culte, je trouve qu'on est en plein dedans. Si vous voulez, c'est normal si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, même si vous comprenez très peu de choses de ce qui se passe. C'est-à-dire, vous avez vu qu'il y avait des gens différents qui étaient alertés tous à peu près au même moment, qu'un certain POTUS, président des États-Unis, s'est cassé une cheville à vélo. Et puis ensuite, vous êtes dans la Maison-Blanche et vous êtes dans les couloirs avec quelqu'un qui a l'air assez important pour que tout le monde le salue et qui traite de choses complètement disparates. D'un côté, il est très gêné parce qu'il y a une erreur dans les mots croisés du Washington Post sur l'orthographe du nom de Kadhafi. D'autre part, on lui explique qu'il y a des malheureux Cubains qui sont sur des petites coquilles de noix et qui sont en train de traverser l'océan pour essayer de se réfugier aux États-Unis. Et tout ça est mis sur le même plan et c'est très difficile de s'y retrouver. Mais voyez-vous, je crois que là, on tient la recette de pourquoi le West Wing, c'est passionnant. Parce qu'à la fin de l'épisode, à la fin des 42 minutes de cet épisode-là, vous saurez tout sur le sort de ces malheureux migrants qui ont pris des coquilles de noix. Vous saurez tout sur la cheville cassée et ce qui a l'air d'être extrêmement bizarre, cette histoire de Josh qui serait viré ou pas viré, qui est présenté comme ça dans un bar très glamour, très, très chic, c'est le Four Seasons à Washington. Vous serez au courant de tout en 42 minutes. C'est-à-dire que le postulat de cette série, il est exceptionnel. Il trouve que nous sommes intelligents. Il part du principe que le spectateur est intelligent et qu'on va lui donner la possibilité de comprendre des choses extrêmement complexes. Alors, vous voyez, je crois que la série est culte, mais pas de la même manière. Pour les politiques dont on peut parler, elle est culte parce que pour une fois, ils voient leur travail présenté avec intelligence et précision, qu'ils soient de gauche ou de droite. D'ailleurs, si vous voulez en être convaincu, je vous conseille d'aller sur le site de France Culture et de chercher le dialogue qui existe entre David Kessler, qui était le président du Centre national du cinéma à un moment donné, et Édouard Philippe, que vous connaissez pour avoir été notre Premier ministre. Ces deux hommes qui ont été des spin doctors, un de gauche pour David Kessler, un de près de Juppé pour Édouard Philippe, discutent de The West Wing avec une passion extraordinaire qui fait oublier les clivages parce que pour une fois, ils voient leur travail complètement respecté. Ça, c'est du côté des politiques. Et de notre côté à nous, eh bien, ça nous fait rentrer dans un aller-retour entre l'ordinaire et l'extraordinaire, parce que je vous avoue que moi, je ne suis jamais allée à l'intérieur de la Maison-Blanche, peut-être vous non plus, et on va y passer beaucoup de temps dans ces 155 épisodes. Merci. Alors, pardon, tu as fini? Oui, non, vas-y. Là-dessus, moi, je peux tenir 3 heures. Oui, je sais bien, non, mais malheureusement, on est obligé de se contenir. Oui, bien sûr. Ces ingrédients formidables, cet équilibre incroyable qui est trouvé par la série, il est dû à la virtuosité et à la patte de son créateur, dont on va parler un petit peu, Aaron Sorkin. C'était notre volonté aussi d'organiser cette discussion pour mettre en lumière son travail pour ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est un grand scénariste, grand auteur du cinéma américain, des séries, mais pas seulement. Voilà. Il a aussi travaillé sur beaucoup de films, et notamment les siens propres depuis quelques temps. Donc voilà, puisqu'on lui doit beaucoup, que l'esprit de la série, l'écriture lui doit énormément, je voulais qu'on commence aussi par une petite parenthèse, si tu pouvais nous dresser un petit peu le portrait de ce grand Aaron Sorkin. Écoutez, je commencerai par dire ce qu'Obama a dit de lui. Obama a dit « Sorkin écrit de la manière dont tous les démocrates rêveraient de s'exprimer ». C'est-à-dire qu'il porte la parole démocrate avec une acuité, une rapidité, une élégance, une conviction dont on voudrait que tous les hommes politiques soient capables. Mais c'est de la fiction. Alors d'où ça vient? Bon, il vient d'une famille d'avocats.
c'est pas rien du tout. Je pense que quand on a des parents avocats, que soi-même on est fasciné par le théâtre, il y a un moment où la question de la parole, c'est quelque chose de très, très important. Et c'est quelqu'un qui est passionné par le discours, la parole. Et c'est quelqu'un qui est aussi, comme ces personnages, ce que les Américains appellent un workaholic, c'est-à-dire un drogué du travail. De tous ces personnages, d'ailleurs, dans The West Wing, ils travaillent 15 heures par jour. Vous avez vu dans le petit extrait qu'on a vu que Josh, qui est le numéro 3 de la Maison-Blanche, dormait sur son bureau parce qu'il a passé la nuit à travailler. Il est aussi un caractériel. Je pense que c'est un homme très difficile, que les scénaristes ont eu vraiment du mal à travailler avec lui. Il était absolument tyrannique dans ce qu'on appelle la writer's room, c'est-à-dire, vous avez la différence, une des différences essentielles entre les séries et le cinéma, c'est que dans les séries, il y a un fonctionnement de l'écriture complètement différent, parlons-en tout de suite. C'est une écriture à plusieurs. Dans la writer's room, il peut y avoir 10 personnes qui écrivent, mais il y a une personne qui va être responsable, et ça n'est pas le scénariste en chef, c'est celui qu'on appelle le showrunner, qui est responsable à la fois de l'organisation, de l'écriture, mais aussi de la production, mais aussi du choix des acteurs, mais aussi jusqu'au costume, et qui peut réaliser lui-même, qui va choisir les réalisateurs, enfin bref, qui a un pouvoir total sur la série, là où c'est vrai que dans le cinéma, et en particulier dans le cinéma d'auteur, pour l'instant, c'est davantage le réalisateur qui a le pouvoir. Donc, il a été assez tyrannique. D'ailleurs, ça a posé des problèmes. Il y a des moments où il y a eu du retard dans la série parce qu'il bloquait le travail d'écriture. À côté de ça, et le plus important, c'est que c'est un homme engagé du côté des démocrates américains. Et donc, il a commencé à écrire cette série à la fin du mandat de Clinton, démocrate comme vous le savez, et au début du gouvernement Bush. Ce qui fait que, on vous l'a dit, il y avait 7 saisons dans The West Wing. Il est parti à la fin de la 4e. À la fois pour plusieurs raisons. Parce qu'il y avait effectivement des retards de sa faute dans la salle d'écriture, parce qu'il s'est fait arrêter à l'aéroport avec diverses substances illicites, je ne rentrerai pas dans le détail, mais je crois aussi très profondément parce qu'il commençait à être très désenchanté. C'est-à-dire que la magnifique embellie, ce qui a été caractérisé d'embellie politique, à savoir le gouvernement clintonien dans lequel les finances, la politique et la politique extérieure fonctionnaient bien aux États-Unis, faisait que les États-Unis étaient vraiment great, comme dit actuellement le président Trump. Eh bien, avec Bush, ça va fonctionner de manière complètement différente, puisque je vous le rappelle, Bush est un républicain. Donc, il est probable que Sorkin n'a pas bien supporté ce post-2001, puisqu'effectivement, il part en 2003. Donc, en 2001, il y a ce tremblement de terre qui est l'attaque sur le sol américain. Les Américains se croyaient absolument inatteignables et invincibles. C'est l'attaque des 2 tours. Et puis, il y a le terrorisme. Et il y a aussi, suite à 1989, la chute du mur de Berlin, une espèce de dilution du monde qu'on connaissait, bien séparé entre capitalisme et socialisme. Et tout cet ensemble de choses fait que ce qui était une grande envolée optimiste de Sorkin ne se voit plus vérifié par la réalité. Donc voilà, à ce moment-là, il a quitté. Il a fait d'autres choses. Hein. Il a fait des séries et des films, comme Audrey l'a dit. En série, il a vu ce qu'il a fait dans The West Wing, il l'a fait aussi dans les séries. Il a en particulier dans The Newsroom, je sais que tu as un extrait, Audrey, qu'on pourrait montrer, qui est une série qui date de 2012, donc qui date de quelques années après The West Wing. Il ose quelque chose dont on commence à peine à mesurer ce qu'il a osé. C'est le tout début de cette série qui s'appelle The Newsroom. C'est là aussi dans l'épisode, pour essayer d'éviter de spoiler quand même quand on peut. Et il se dit une phrase qui est une véritable bombe à retardement.
Voilà, donc magistral, séquence d'ouverture, donc du pilote de The Newsroom. Je précise quand même que voilà, là on opère une immersion à nouveau, mais dans une salle de rédaction d'une chaîne de télévision. Et on va suivre une équipe de journalistes et la personne qui parlait là principalement dans l'extrait est le présentateur vedette de la chaîne qu'on va suivre. Donc le désenchantement de Sorkin dont tu parlais, là on le sent bien. Enfin, il y a l'idéalisme qui est vraiment qui fait la force de The West Wing. Il a pris un sacré coup. Il est sous-jacent, mais il fait référence à une période qui est un paradis perdu, un petit peu pour ça. Tout à fait. Et je pense que ce que dit là l'acteur Jeff Daniels, le personnage, qui en fait est un personnage de républicain modéré que tout le monde prend pour un démocrate, c'est bien montrer la difficulté de la situation. Mais c'est vraiment, je crois, très profondément ce que pense Sorkin. Et c'est dire en 2012, les États-Unis ne sont plus le plus grand pays du monde, mais c'est totalement révolutionnaire. Et les plans sur les visages des jeunes gens absolument scotchés montrent bien que Sorkin est conscient de ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, ça n'est pas la même chose que quand Trump dit Make America Great Again. C'est pas du tout, ça part pas du même point de vue. Là, c'est la perte de l'intégrité morale, c'est la perte des valeurs, c'est la perte de la croyance dans l'idéal. Et c'est une très grande amertume de Sorkin. Alors, il montre un peu ça. Bon, dans notre film, vous savez, il a fait des biopics sur Steve Jobs, il s'intéresse à Mark Zuckerberg. Mais si on peut dire juste 2 mots de son dernier film qui est actuellement sur Netflix, moi, je donnerai mon avis personnel. Je pense que ce n'est pas un réalisateur, ce n'est pas un bon réalisateur. C'est un excellent scénariste, il est magnifique, il est brillant, tout ce qu'on voudra, mais il ne s'est pas réalisé. Et le set de Chicago, on va le dire. Le set de Chicago, qui part de quelque chose qui a eu lieu, effectivement, qui est un procès de 7 personnes de gauche, mais de différentes gauches, qui ont participé à des émeutes qui ont eu lieu pendant le grand congrès ou à l'ouverture du grand congrès de la Convention démocrate à Chicago en 69. Et ce film est un film à charge, uniquement à charge. Et la force de Sorkin, qui est de montrer comment des personnages peuvent évoluer, comment ils peuvent changer, n'est pas dans ce film. Là, on a quelque chose qui est passionnant sur l'historique. Moi, j'ai appris des tas de choses que je ne savais pas sur ce procès. Mais je trouve que c'est uniquement à charge et que quand on est dans la fiction, on a besoin que les méchants, on en parlera tout à l'heure avec les républicains, soient représentés de manière humaine. Sinon, ils ne sont pas crédibles, ce sont juste des monstres. Or, l'intérêt de la lutte sociale politique, c'est de considérer ses ennemis comme des humains, parce que sinon, on ne peut pas se battre contre eux. Et pourtant, son écriture, elle est pleine de la complexité et de la nuance Tout à fait. Son dernier film manque, mais c'est vrai que dans la série... Mais c'est un procès qui est filmé en champ contre champ. On a envie de dire, mon gars, regarde l'échange de Clint Eastwood et prends quelques leçons sur la façon de filmer un procès, quoi. Sans même regarder Capra, qu'il adore, qu'il admire par-dessus tout. Mais bon, voilà. Je voudrais quand même dire quelque chose de plus avant qu'on quitte le personnage de Sorkin. C'est que, curieusement, pour cet homme qui est quand même complètement fasciné par le pouvoir des hommes, il a fait des portraits de femmes magnifiques. Et qu'il y a dans The West Wing plusieurs femmes qui sont des personnages complexes. Je ne citerai que CJ, qui pour moi était un modèle. Quand j'ai pris ma retraite, on m'a demandé quel était mon modèle. J'ai dit CJ, l'attaché de presse du président de la République américaine, parce que interprété par Allison Janney. C'est une espèce de grand escogriffe, particulièrement mal habillée, avec savoir, on en reparlera peut-être. Elle est épouvantablement habillée. Je veux dire, Merkel, c'est un comble de glamour à côté. Et c'est une femme intègre, et c'est une femme qui est complètement investie dans son travail au service de ce qu'elle croit bien, y compris en luttant contre son patron bien-aimé. Et en 2005, par exemple, elle a été élue la femme la plus remarquable des États-Unis. Alors que je suis personnage de fiction, bien sûr. Et donc voilà, merci Sorkin pour... Il y en a d'autres, hein, mais on y reviendra peut-être, mais au moins dire que CJ est un personnage magnifique, quoi. CJ pour Claudia Jean. Voilà, Claudia Jean Craig. Regardez la série pour savoir de quoi on parle, mais vraiment, oui, personnage formidable. Alors, on va revenir justement à The West Wing, après ce petit détour par l'œuvre d'Aaron Sorkin. Donc, je disais en préambule qu'on avait choisi de se focaliser principalement sur une saison dans cette discussion, qui sera donc la saison 7. Alors, tu parlais de spoil, on a
on a choisi la Ah dernière oui, saison. Mais il y a une raison à cela, ça nous semblait être la saison qui permettait les parallèles les plus féconds, les plus intéressants avec notre actualité ahurissante qu'on vient de vivre, qu'on est en train de vivre, puisque la séquence des élections américaines n'est évidemment pas finie. Donc cette saison 7 décrit justement une campagne électorale, puisque ce que je vais préciser, c'est qu'après 2 mandats donc, de l'administration que l'on suit pendant toute la série, qui est donc celle du président Jed Bartlett entouré de ses conseillers, on assiste donc dans les 2 dernières saisons, et singulièrement dans la saison 7, à une bataille électorale entre donc 2 candidats qui souhaitent prendre la suite de Bartlett pour ouvrir ensuite un nouveau volet politique après la fin de la série. Donc on a une nouvelle fois la description précise, documentée comme pour toute la série et passionnante de cette campagne. Et donc, on va s'intéresser aux personnages et aux forces en présence dans cette dernière saison, qui s'ouvre donc 105 jours avant la date fatidique de l'élection. Et puis, les jours s'égrènent et on suit les rebondissements haletants de la campagne jusqu'au résultat. Alors, tu l'as dit, l'administration de Bartlett, qui est au cœur de la série, est démocrate et d'obédience démocrate. La représentation des démocrates a été beaucoup discutée, étudiée. Ça a valu à The West Wing quelques critiques ou en tout cas des débats passionnés. Et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu d'abord pour commencer donc sur cette description du camp démocrate d'une façon générale si tu le souhaites, mais singulièrement à travers le personnage du candidat démocrate qui nous est présenté dans la saison 7, donc Matt Santos. Voilà, commençons par dire cette chose tout simple, c'est qu'aux États-Unis, un président ne peut pas faire plus que 2 mandats. Donc, c'est en pleine acceptation que Bartlett prépare sa sortie et prépare l'arrivée, il l'espère, d'un candidat démocrate. Donc, les démocrates aux États-Unis, alors, si on suit maintenant ce qu'il y a dans la presse, la façon dont les démocrates sont traités de chiffres molles par certains candidats, c'est une chose. Les démocrates, dans les années 1999-2006, ça fonctionnait un petit peu différemment. Alors, pour aller très très vite, si vous voulez, ils s'opposent sur les points essentiels aux républicains, puisque, en fait, les États-Unis sont un régime politique bipartisan. Vous êtes démocrate ou vous êtes républicain, c'est comme ça, que ce soit à la Chambre. Je voudrais quand même dire aussi rapidement que le pouvoir américain fonctionne sur 4 instances. Le président, dans le désordre, hein, le président, le Sénat, parce que je ne sais pas lequel est le plus important, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne sais pas le dire. Donc le président, le Sénat, la Chambre des représentants et, au secours, la Cour suprême. Bien sûr, la Cour suprême, évidemment. La Cour suprême, voilà ce que c'est de pas regarder ses notes. Et donc, effectivement, qui est toujours un grand enjeu, comme on l'a vu récemment avec les nominations de juges à la Cour suprême, dont vous savez qu'ils ont la caractéristique d'être nommés et non pas élus, et qu'ils sont nommés à vie. Donc, c'est très, très, très lourd de responsabilité. Et là, Trump a comme grande victoire récente d'avoir juste in extremis nommé une juge qui est du côté républicain. Les démocrates, donc, s'opposent sur le plan, par exemple, sociétal, sur des positions, mais vraiment diamétralement opposées. Ils sont ce qu'on appelle pro-life, pro-choice, pardon, pour le choix des femmes sur les questions d'avortement, là où les républicains sont pro-life, pour la vie et donc contre l'avortement. Ils sont évidemment contre l'homophobie, contre le racisme. Ils affichent toute une série de positions sociétales, y compris sur les homosexuels, les queers, etc., qui hérissent absolument les républicains. Quant au problème politique, ils sont pour une intervention de l'État qui suppose donc des impôts, bien évidemment, ce qui s'oppose totalement aux positions des républicains. Et ils ont l'idée que l'État, sans être l'État-providence français, hein, on est très très loin de ça, mais que l'État peut intervenir sur, aujourd'hui ce serait sur porter des masques par exemple, s'isoler. Et vous voyez ce que ça a déclenché dans les rues avec les Américains qui sortaient pour protester en disant on brime ma liberté en m'imposant de porter un masque. C'est un exemple d'aujourd'hui, de 2020, mais c'était quelque chose qui se déclinait sur une autre base dans les années 2000. Au moment où s'écrit The West Wing, arrivent ce qu'on appelle les nouveaux démocrates.
c'est-à-dire qu'ils sont encore plus pointus que ce que je vous ai décrit. Et ils ont une particularité qui est très très proche des personnages que l'on voit dans The West Wing et ce qui explique ce que Audrey disait, à savoir que les démocrates ont été très très critiqués dans leur présentation fictionnelle de la série. Les démocrates, les nouveaux démocrates sont absolument persuadés que seule la compétence, le savoir et l'intelligence permettent de gouverner. C'est ce qui est le credo absolu de l'équipe de The West Wing. Et c'est quelque chose qui, sur la série, donne des résultats formidables parce que cette admiration de l'intelligence est communicative, non, est contagieuse. C'est-à-dire que ça suppose que nous sommes intelligents nous aussi. C'est assez formidable. Mais la question du savoir aussi est très, très importante. C'est-à-dire que tous ces personnages qui sont dans Démocrates, qui sont dans The West Wing, savent tout sur tout. C'est monstrueux. Ça va de la façon dont on peut aller de tel point des États-Unis à tel autre point des États-Unis en changeant d'itinéraire, d'autoroute, en bifurquant toutes les bifurcations qui sont données par Sam, qui est le personnage joué par Rob Lowe. Vous êtes là, vous vous dites, mais comment c'est possible? Et les autres aussi sont scotchés, mais ça peut être aussi tout sur l'esturgeon, tout sur le whisky, ou bien tout sur le Kazakhstan, quand il y a besoin de savoir des choses sur le Kazakhstan, ou bien sur les ogives nucléaires. Et ça, c'est quelque chose qui est une caractéristique des nouveaux démocrates qui jouent fictionnellement très très fort à l'intérieur de The West Wing. Et cette importance du savoir, justement, de la connaissance, on l'a vu aussi dans l'extrait de The Newsroom où le personnage, pour étayer son argumentation et servir son propos, cite tout un tas de chiffres et voilà, on voit que l'importance de la... Enfin, on voit Absolument. aussi voilà, l'importance de la connaissance. Et alors, tout ce que tu viens de dire m'amène aussi à corriger... Pardon, Audrey, juste un petit quelque chose avant. C'est que dans l'épisode 1 de The West Wing dont on a vu le début, on a une idée de ça lorsque Toby, qui est vraiment grognon comme d'habitude dans l'avion, c'est toujours un grognon et toujours un râleur, c'est épouvantable. Toby, on le voit actuellement dans la série Good Doctor. Il est le parrain du personnage autiste, Richard Schiff, donc, refuse totalement de fermer son téléphone et développe les caractéristiques techniques de l'avion dans lequel il est. Donc, il sait tout. Voilà, là, vous avez un exemple de je sais tout sur tout. En revanche, on a aussi un exemple de ce que sont les personnages, parce que une fois qu'il a fait montre de sa mauvaise humeur, il obéit. Parce que ça doit être qu'une hôtesse de l'air, elle représente la loi. Et il a beau faire partie de The West Wing, de l'entourage immédiat du président des États-Unis, il doit obéir à la loi. Pardon, je t'ai interrompu. Non, je t'en prie, oui, absolument, tu as tout à fait raison. Et juste, je voulais rebondir sur tout ce que tu disais sur l'idéologie démocrate et puis voilà, l'opposition aux idées républicaines qui m'amène à corriger un oubli, parce que je voulais le préciser en préambule, mais cette discussion, elle s'inscrit aussi dans le prolongement d'une hip-hop qui a eu lieu en octobre, qui est celle de Michel Hédin, et on se souvient qu'elle avait passé un extrait de The West Wing, un long extrait du débat télévisé entre les deux candidats. Et ce débat, il est incroyable. Et dès le début, les candidats décident ensemble, mais à l'initiative du candidat républicain, ça peut être intéressant pour ce qu'on va dire après, d'abandonner toutes les règles et contraintes du débat et d'avoir une parole authentique et vraie. Et en fait, on assiste à un vrai débat et à des discours qui sont argumentés et on peut entrer dans les visions politiques de l'un et de l'autre sereinement et on pourrait essayer de comprendre les visions du monde en fait des deux candidats et des deux partis. Donc c'est vraiment passionnant. Alors pour poursuivre cette description du camp démocrate à travers le candidat Santos, on avait un petit extrait, on va peut-être le passer maintenant, Carole. Oui, volontiers. Tu peux le commenter ensuite, c'est parti. Alors, très belle séquence là aussi que tu as choisie, qui peut nous permettre aussi, pour aller un petit peu plus loin dans la description de ce personnage, du candidat démocrate Matt Santos. Alors, on n'arrive pas encore tout à fait à notre actualité immédiate, mais on y arrive quand même, puisque Joe Biden se situe vraiment dans l'héritage d'Obama. Et ce que j'ai vraiment compris, particulièrement en lisant ton livre, c'est cette proximité entre ce personnage, Santos, et la figure d'Obama. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, tout à fait. Disons que la proximité avec aujourd'hui, je trouve que par rapport à George Oui, Floyd et par rapport à la séquence, oui. malheureusement des meurtres d'enfants noirs qui se produisent et les réactions, cette séquence est vraiment... Mm. Enfin voilà, on se dit, c'est 2006, quoi. C'est 2005, c'est étonnant. Pour expliquer un petit peu, donc Santos, vous l'avez vu, c'est un latino. Il est dans une église où il n'y a que des noirs. Les seuls blancs que vous avez vus sont les membres du staff de Santos. Et pour lui, c'est très difficile parce qu'il doit parler du meurtre d'un enfant noir par un policier latino. Et donc, il joue gros en venant là parce qu'il n'est pas bienvenu. Et c'est parce qu'il est catholique et parce qu'il prêche sur le catholicisme et la compassion et la charité que justement, il arrive à conquérir cet auditoire. Alors évidemment, c'est une façon de filmer qui ressemble à du Capra, Frank Capra, si vous connaissez, c'est-à-dire l'idéalisme qui fait que l'homme de bonne volonté va arriver à réunir les autres hommes dans un même élan positif de compassion. On aimerait que ce soit comme ça, mais bon, personnellement, j'ai des doutes. Mais ce moment-là, c'est quelque chose qui est très condensé par rapport à ce qu'est ce personnage Santos. Je tiens à signaler que Obama, en 2015, est allé dans une église après le meurtre de jeunes noirs et il a chanté Amazing Grace, qui est un psaume. Il l'a chanté. Donc, on peut voir des points assez précis et ce n'est pas un hasard. C'est d'autant moins un hasard qu'un des proches d'Obama, c'est David Axelrod, qui a été contacté par Eliatti. Eliatti a fait partie de l'équipe de The West Wing au moment où, dans The West Wing, on en était au deuxième mandat de Bartlett et où la question c'était comment on fait, qui va être le deuxième président de la série The West Wing. Alors, historiquement déjà, au départ, il faut savoir que Aaron Sorkin aurait bien voulu que ce soit un noir, tout à fait au départ, et que ce soit Sidney Poitier. Apparemment, il a eu des problèmes parce que Sidney Poitier voulait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et qu'ils ont été obligés de renoncer. Puis par ailleurs, quand même, 24 heures leur avait déjà brûlé la politesse. Il y avait déjà eu un président noir, donc ce n'était pas très intéressant. Donc, ils ont demandé à leurs consultants politiques, et dans ces consultants politiques, il y en a plusieurs, il y en a une dont on reparlera peut-être, qui est Didi Myers, qui est une femme, qui a été la chargée de... Enfin, chargé de presse, le porte-parole de Clinton. Et puis, il y a Eliatti, qui a été extrêmement présent, en particulier dans la 7e saison. Et avant, il a dit, dès la fin de la 5e, on devrait essayer de se rapprocher d'un sénateur de l'Illinois, qui est un type intéressant, et on devrait aller le voir parce qu'il pourrait faire modèle pour notre futur ministre. Ce sénateur, vous l'avez deviné, bien sûr, c'est le sénateur de Chicago, et c'était Obama. Sauf qu'il était noir, et donc, ils ont décidé, comme on fait souvent dans les scénarios, pour rendre, comme dit Hitchcock, la situation fresh and new, nouvelle, il a décidé de faire un pas de côté et de faire un latino. Alors, ça s'explique, hein, vous le savez, la démographie américaine fait que la population latino est de plus en plus nombreuse et que ce n'est pas invraisemblable du tout qu'il y ait un président latino. Donc, ils se sont rapprochés d'Obama et ils ont calqué certaines des caractéristiques d'Obama, le côté homme élégant, distingué, qui a énormément de charme, qui a 2 enfants, qui est crédible et charismatique, et une certaine façon d'être démocrate dans certaines options politiques. Et effectivement, ça a servi de modèle. Et c'est vrai qu'à partir de là, le personnage de Santos a évolué. Il faut parler aussi de sa femme, la jeune blonde qui a un chignon sublime à la type Piedrenne qu'on voit à un moment donné, qui porte le collier de perles et le manteau droit, un petit peu comme Jackie Kennedy, parce que l'autre inspiration pour le couple Santos, c'est les Kennedy, c'est-à-dire des démocrates pleins de séduction, quoi. Et c'est important parce qu'on partait d'un président vieillissant qui était très, très, très malade. Je ne vais pas spoiler, Audrey, je ne vais pas dire ce qu'il avait. Mais il y a des saisons entières qui sont consacrées au fait que ce président est dangereux parce qu'il est malade. Donc là, avoir quelqu'un de
pleine santé qui, par exemple, casse un lit dans un hôtel pendant ses débats avec sa femme, ce qui fait les plaisirs des tabloïds. Donc, c'était une option différente. Vous voyez, donc on reste dans le démocrate, mais on prend une figure inspirée du réel et qu'on on décale un peu. Et j'ajoute pour préciser, pour terminer, tu dévoiles dans ton livre que David Axelrod, au moment de l'élection d'Obama, a ensuite appelé Eliatti pour lui dire « Je suis en train de vivre un de tes scénarios ». Donc la Oui, en 2008. En 2008, et ce n'est pas étonnant, parce que c'est la première fois qu'on en parle là maintenant, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler encore. Il y a des aspects prémonitoires étonnants dans The West Wing, vraiment, à plusieurs reprises. Il y a dans le rapport à Cuba des actions de Jed Bartlett et de Léo qui ressemblent à ce que Obama va faire un peu plus tard, des rapprochements avec Cuba, mais fait quelques années avant. C'est très étonnant. Et dans l'épisode 5 de cette saison 7, au détour d'une phrase très rapidement glissée dans la Situation Room, la salle de crise de la Maison-Blanche, on évoque la possibilité d'un califat islamiste qui irait... Califat, oui. C'est pas un gouvernement. C'est-à-dire que, en fait, ils sont très, très pointus sur la situation internationale. C'est-à-dire qu'à un moment où, en 2006, en France, on commençait à peine à comprendre ce que c'était que le terrorisme, le djihadisme, etc., le mot califat n'était pas encore vraiment quelque chose qu'on trouvait dans la presse. On le trouve dans la Situation Room. Oui, oui, il y a beaucoup de... Cette préscience qu'on peut voir à certains moments, eh bien, elle trouve sa source dans un travail documentaire énorme. Et je voudrais juste dire que là, Joe Biden, d'une part, c'est un catholique fervent comme Santos, et que d'autre part, il vient de nommer, alors je cherche, je ne voudrais pas déformer, Alejandro Mayorkas comme secrétaire aux affaires intérieures, donc un latino. Il a été chercher lui aussi un latino. Donc voilà, la diversité qui est la préoccupation de l'équipe fictionnelle se trouve être aussi maintenant mise en œuvre par Joe Biden. Et pour terminer là, ou peut-être aborder peut-être sur, je sais, ce qui t'intéresse et qu'on parle des républicains. Oui. Je voudrais juste dire, parce que je suis tombée là-dessus, sur ce que Obama dit des républicains dans son livre, vous savez, qui vient faire paraître les mémoires, et il dit, voilà les électeurs qui, depuis 30 ans, achètent l'idée républicaine que le gouvernement est le problème et que le secteur privé est plus compétent. C'est très ramassé, mais je crois que ça dit beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'il y a cette croyance profonde que tout ce qui est le fédéral, le gouvernement, ne peut qu'entraver la liberté, là où le secteur privé est en mesure de faire face. Et d'ailleurs, dans le débat dans The West Wing, à la fin, Vinnick clôt son discours de clôture du débat en disant, pour résumer, Matt Santos a plus de foi dans le gouvernement que moi, et moi j'ai plus de foi dans la liberté que lui. Voilà. Donc ça résume parfaitement deux idéologies. Et donc on va avancer justement petit à petit vers le camp adverse, les républicains, puisque ce qui nous intéressait beaucoup dans la discussion de ce soir, c'était de pouvoir faire un parallèle, ou en tout cas mettre en regard le personnage du candidat républicain qui est passionnant, qui est magnifiquement traité, avec évidemment le président sortant, qui était le candidat républicain de cette élection qu'on vient de dire, qui est Donald Trump. Mais avant peut-être d'entrer précisément dans la description du personnage, je voulais que tu nous parles un petit peu d'une façon générale dans la série et singulièrement dans cette dernière saison, de cet esprit bipartisan quand même qui innerve la série, qui gouverne les choix des auteurs, puisque j'ai dit que voilà, toute la série nous était montrée du point de vue démocrate, qu'on suivait vraiment une équipe démocrate et que la réalité qui nous était présentée reflétait une sensibilité démocrate. En fait, il y a quand même toujours une attention qui est portée au camp adverse et on n'est pas dans un traitement caricatural et il y a quand même cet esprit non partisan qui est toujours présent et l'attention est encore plus présente dans cette dernière saison. Donc, qu'est-ce que tu peux... Oui. Et c'est quelque chose qui correspond quand même jusqu'à la présidence de Donald Trump, qui a correspondu au fonctionnement des États-Unis. Il y a par exemple un usage dont on ne sait pas si le 20 janvier 2021, il va avoir lieu ou pas, qui est le fait que le président sortant laisse sur le bureau du
le desk du bureau ovale, il laisse une lettre au président qui arrive en lui faisant une sorte de passation. On ne sait pas du tout si Donald Trump va le faire. Mais jusqu'à présent, ça a toujours été fait. Et c'est ça le côté bipartisan, c'est-à-dire dire les Américains sont des deux côtés, ils sont partagés en deux, ce qui est faux, hein, parce qu'il y a évidemment infiniment plus de variétés politiques, mais pas dans le système électoral, mais dans la réalité, en revanche, dans la rue. Et donc, c'est quelque chose qui est habituel pour les Américains. Et l'idée de traiter l'adversaire correctement est quelque chose qui habite toute la saison, pas la saison, toute la série de West Wing, et encore plus à partir du moment où Sorkin s'en va. C'est-à-dire que Sorkin avait un peu tendance à être un peu acide à l'égard des candidats républicains. D'ailleurs, le premier candidat républicain qui s'oppose à Bartlett dans la campagne de réélection pour le deuxième mandat de Bartlett, c'est un sinistre idiot. Il est idiot, quoi. Il n'a aucun intérêt, il est idiot. Là où Vinnick, qui est magnifiquement joué par Alan Alda, qui a été glorifié pour ce rôle et à juste titre, ce personnage de républicain est presque autant dans le respect de l'intégrité, du respect de la Constitution que Bartlett ou que Santos. C'est-à-dire qu'il ne veut pas s'abaisser, et on va voir des exemples qui nous permettront de le comprendre. Il ne veut pas, c'est pas qu'il ne veut pas s'abaisser, c'est qu'il ne veut pas abaisser la fonction qu'il représente en faisant des magouilles qui sembleraient de joyeuses petites facéties à côté de ce que les États-Unis viennent de vivre. Mais écoutez, quand on dit que Sorkin est génial, si vous voulez, pour moi, le fait de faire cette rencontre d'homme à homme qui fait que toutes les manigances de leurs communicants respectifs, de leurs spin doctors qui sont en train de faire des hypothèses plus noires les unes que les autres tombent parce que face à face, ils vont se parler et parce qu'ils ont conscience que c'est l'avenir des États-Unis qui est en jeu, ça se passe dans une cuisine. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'on va refuser la cuisine et en étant dans un lieu où on travaille, quoi. Et c'est la question de l'ordinaire dont on n'a pas encore parlé, mais qui est essentielle. Si vous voulez, il y a un grand philosophe qui s'appelle Stanley Cavell, qui, depuis les années 1970, 80, 90, a écrit des choses magnifiques sur le cinéma qui sont parfaitement applicables aux séries. Et il nous a appris à comprendre en quoi le cinéma hollywoodien, classique en particulier, qu'admire énormément Sorkin, avait une caractéristique qui était de s'intéresser à l'ordinaire des choses, c'est-à-dire le quotidien, mais pris dans une sorte pris en écharpe philosophique d'une certaine manière. C'est-à-dire dans l'héritage de Emerson, qui, en 1837, dans The American Scholar, disait cette phrase que beaucoup de philosophes, d'écrivains, de poètes, d'artistes américains reprennent à leur compte, qui était « arrêtez de regarder », enfin, je ne la connais pas par cœur, alors je vais la transcrire, « arrêtez de regarder vers le vieux monde et vers l'Europe. Tournez-vous vers ce que vous avez là. Les objets sont là. Regardez-les, observez-les et rendez-les visibles. » Et quand on parle de l'ordinaire, c'est ça, c'est rendre visible. C'est par exemple dans la comédie du remariage, les films de Capra, mais aussi les films avec Catherine Hepburn, c'est fait de s'intéresser à cette chose extrêmement concrète, pragmatique et ordinaire qu'est le mariage, l'institution du mariage. Et là, c'est extraordinairement pratique et pragmatique que d'un débat politique. Et comment est-ce que d'homme à homme, ça va se passer différemment. Vous voyez, on rentre dans l'ordinaire de l'extraordinaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette série est extraordinaire, parce qu'on arrive à comprendre les mécanismes que nous ne vivons pas, nous, simples petits dames. Et cette espèce de face-à-face entre Alan Alda, dont vous avez compris que c'était le républicain, et Santos, c'est bien sûr le face-à-face aussi d'un homme plus âgé, qui a de l'expérience, et de Santos qui est très vigoureux. Et il y a à la fin un échange de répliques
drôle de façon de terminer votre campagne, mais je ne fais que commencer, qui pourrait pu être dans un western, dans une comédie musicale des années 50, sans aucun doute. C'est-à-dire, on est là dans les grands classiques du cinéma hollywoodien, dans lesquels on va voir man to man, on va voir comment ça se passe, quoi. Mais ça correspond aussi à quelque chose politiquement. À cette époque-là, au moment où c'est écrit, on est avec tout ce qui se passe autour de Bush, autour du storytelling qui s'installe petit à petit, c'est-à-dire que les communicants vont prendre le pas sur ce que dans la série on appelle the message, le message, c'est-à-dire le cœur des choses. Pourquoi est-ce qu'on est là? Vous voyez tout ce que dans The Newsroom a regretté le personnage interprété par Jeff Daniels, cette espèce du fait que, par exemple, on s'intéressait aux pauvres et on ne les attaquait pas. On attaquait la pauvreté, pas les pauvres. Tout ça, c'est quelque chose qui se perd à l'époque Bush, dans une espèce de langage d'histoire, d'historiette dans lequel on est encore quand même beaucoup maintenant. Et il y a de la part de John Wells, qui a pris la succession de Sorkin à la fin de la saison 4, quand Sorkin est parti, il y a le désir de rendre compte de ça aussi. Et il y a plusieurs moments dans la série, et en particulier dans la saison 7, c'est pour ça qu'elle est formidable. Elle était formidable à voir en même temps que les mois et les semaines qu'on vient de passer, quoi. Enfin, c'était incroyable de comparer, mais vraiment terme à terme, ce qui se passait dans la préparation d'une élection. Et à plusieurs moments, on a Santos qui dit je laisse tomber les discours qui m'ont été préparés. C'est pas la peine. Je vais parler, moi, avec ce que je pense et mes tripes. Alors évidemment, c'est bien sûr l'idéologie de l'homme salvateur et du grand homme, et on est en plein dans l'idéologie américaine. Ne rêvons pas, bien sûr. Mais c'est aussi ça qui est mis en jeu. Alors justement, comparons, puisque ce que tu souhaitais faire à travers cette discussion, c'était de jeter une lumière différente peut-être, ou en tout cas plus éclairante encore sur le comportement de Donald Trump à travers l'analyse du personnage d'Arnold Winnick. Donc je vais te laisser caractériser ce personnage, nous en dire plus sur la façon dont il est décrit dans la série et en quoi l'analyse et l'étude de ce personnage peut être intéressante pour comprendre d'autant mieux l'attitude du président sortant Trump. Écoutez, vous ferez vous-même la comparaison. Mais en tout cas, Winnick, c'est un républicain, donc, pur jus. Enfin, centriste quand même, hein, c'est pas un républicain très énervé. Et modéré, ouais. Oui, il est modéré. Il est modéré. Et donc, il a, comment dire, il a quand même les grandes options sur laissons les entrepreneurs prendre des décisions. Ce n'est pas à l'État de parler d'emploi. Les impôts ne doivent pas être augmentés, essayons plutôt de les baisser, parce qu'il faut que justement, il ne parle pas de ruissellement, mais il parle quand même du fait qu'il faut que l'économie puisse fonctionner pour que justement tout le monde puisse en profiter, c'est-à-dire un libéralisme capitalistique extrêmement explicite. Mais à côté de ça, il est modéré, par exemple, alors c'était traduction de l'accouchement partiel, ça a dû vous heurter les yeux, mais en fait, ça fait allusion au fait que Winnick a une attitude par rapport à la question de l'avortement, où c'est l'avortement sous condition, dans certaines conditions. Pas l'avortement, le droit à l'avortement point barre, mais sous certaines conditions. Et c'est vrai qu'il est à chaque fois sur des positions qui sont très, très, très opposées. Alors, à celle de Santos. Mais par exemple, on ne le voit pas être homophobe, on ne le voit pas être antisémite. Il ne sera jamais de cet ordre-là. Il n'est jamais ordurier, il n'est jamais vulgaire, il n'est jamais bling-bling. Il est dans une conscience de la responsabilité que c'est que de prétendre au poste, même pas d'être président, mais de prétendre être président des États-Unis. Donc, à chaque fois qu'il aura l'occasion, et il y a plusieurs fois, où il a l'occasion de faire des trucs un peu crades, il refuse à son équipe de le faire. Et c'est là qu'on pourrait peut-être passer l'épisode de la mallette. Voilà, séquence qui éclaire bien justement comment le respect de l'adversaire passe par le respect de la charge et de la fonction présidentielle. Oui, même si on peut se demander, et moi chaque fois, je regarde cette séquence, à chaque fois je l'ai regardée, mais je ne sais pas combien de fois, les plans sur Alan Alda, on se dit quand même, est-ce qu'il est complètement à fond dans cette sincérité ou pas? Ce qui est sûr, parce qu'on l'a vu avant, c'est qu'il a l'intention de ne pas s'en servir.
Ça, il l'a dit, il a interdit au fameux Bruno, qui est son chef de campagne, de s'en servir. Et Bruno est évidemment fou de rage parce que c'était évident que Vinic gagnait les élections s'il se servait de ça. Mais en revanche, est-ce qu'il est là que pour lui donner un conseil? En revanche, le conseil est bon, il est très logique. Je veux dire, nous avons vécu avec des grands dignitaires français chargés de partis, le fait de découvrir des scandales avant que ce dignitaire ne puisse se présenter comme président de la République. Et on se dit que c'est vrai que ce n'est pas la même chose si un scandale éclate avant ou après une élection. Et en même temps, l'insistance sur les plans, sur le visage d'Alda, laisse à dire qu'il le croit ou il ne le croit pas. On ne sait pas. Mais en revanche, il agit correctement. Alors, évidemment, là, vous avez un exemple de l'idéalisme à la Capra, c'est-à-dire que c'est des saints. Hein. Ah, c'est vraiment des saints. On aimerait beaucoup qu'il y ait des personnages politiques, des vrais, qui ressemblent un tout petit peu à ces hommes-là. Parce que là, ils sont vraiment, enfin, je dirais, c'est ce qu'on appelle une agiographie, là, pour le personnage de Santos. Mais non, il n'a jamais eu d'aventure avec la nounou. Il paye pour son frère, qui est qu'on a vu effectivement, dont on sait que c'est un raté, un petit problème. Ça, c'est un peu la limite de la série. Ça, je dois dire, je comprends quand les gens disent, attendez, c'est trop idéaliste. Moi, ce que je dis dans ces cas-là, c'est autre chose. Je peux être perso. Bien sûr. C'est que ça fait du bien. En ce moment, voir des personnages de fiction qui ont comme ambition de servir les autres, de pas être sur son intérêt personnel, d'avoir un respect de ce que c'est que la République, de ce que c'est que la fonction présidentielle. Moi, je trouve que ça fait du bien. C'est pour ça que c'est très, très judicieux de repasser la série en ce moment. Ils ont commencé il y a un mois, ils doivent en être, je crois, un épisode, ils passent par semaine sur MyCanal. Ils n'ont pas dû finir, mais sinon, vous pouvez la trouver dans les médiathèques. Vous empruntez les DVD dans une médiathèque. Ça se trouve relativement facilement. Et ouais, ça fait du bien. Absolument. Et donc pour terminer, tu m'as tendu une perche, puisque en parlant de cet idéalisme, je voulais qu'on élargisse un petit peu l'horizon sur la dernière question. Nos spectateurs auront peut-être vu d'autres séries politiques comme Scandale, comme House of Cards, et on peut peut-être se centrer sur justement une opposition qui me semble très féconde entre The West Wing et House of Cards, parce qu'on a vraiment là une opposition totale de vision de la politique et de traitement narratif des réalités politiques. Donc évidemment, on pourrait y passer des heures, mais en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous faire un petit travail de... Oui, non, c'est sûr que House of Cards, c'est diamétralement opposé. C'est de l'autre côté, mais complètement. Ce qui fait qu'après, bon, moi, évidemment, j'ai du mal avec House of Cards. D'abord parce que je trouve que c'est moins brillant. C'est beaucoup moins brillant sur le plan scénaristique, mais il faudrait analyser. On ne peut pas se contenter de dire ça comme ça. En tout cas, le fait est que dans House of Cards, le président et sa femme ne fonctionnent que sur leur intérêt personnel. Si vous comparez les deux premiers épisodes, celui de West Wing et celui de House of Cards, c'est formidable. Parce que vous avez à chaque fois un petit élément de rien du tout. Vous avez compris, c'était le fait que le président des États-Unis, du plus grand pays du monde, se fracture la cheville parce qu'il n'a pas pu éviter un arbre, ce qui est quand même une façon de commencer avec un certain humour sur le sujet. Et la façon dont dans House of Cards on commence avec le fait qu'il y a un chien qui a un problème dans la rue, que le futur président, Kevin Spacey, magnifique, Kevin Spacey arrive dans la cour, voit ça, regarde la caméra dans un des systèmes les plus insistants de House of Cards, qui est l'adresse au public face caméra, et dit, bon, bah, il faut que quelqu'un fasse le sale boulot, hein, et ben, je vais le faire. Et il tord l'échine de ce chien, et il tue le chien, parce que c'est vrai que le chien souffre. Mais la façon dont, avec froideur, on sent que ça ne lui pose aucun problème de faire ça. Cet homme tue un chien, nous laisse à dire dès les pilotes qu'on va avoir affaire à du cynisme. Et toute la série fonctionne sur le cynisme. Mais regardez les dates, on est 10 ans après. En 10 ans, la question de la croyance dans le politique, c'est considérablement dégradé, délité.
Et on a les séries qu'on mérite, quoi. Je veux dire, la société se trouve représentée un peu comme elle est. Et heureusement que de temps en temps, il y a des gens qui protestent. Il y a dans le The Newsroom de Sorkin, dont on a vu un extrait, il y a un moment où Mackenzie, qui est une des héroïnes principales, dit une phrase que je trouve essentielle pour, je ne sais pas si elle le dit par rapport à House of Cards, par rapport à d'autres choses. Elle dit, le cynisme, c'est facile. Et je crois qu'effectivement, en dehors même d'une position politique, sur une position fictionnelle, le cynisme, c'est facile. Et House of Cards, c'est totalement cynique. Alors après, il y a des gens qui aiment beaucoup ça, hein, mais on me fera pas dire qu'il y a une invention esthétique, intellectuelle, argumentative, de mise en scène dans House of Cards. Je ne le crois pas. Si vous voulez, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, qu'il faut garder peut-être pour clore, hein, parce qu'on est long. Absolument. Les deux filles. Et quelque chose d'essentiel, c'est la place de la parole et du langage dans The West Wing. C'est-à-dire que c'est à la fois politique, mais c'est aussi esthétique, c'est philosophique. Politique parce que ces gens qui sont autour des présidents, ils ont le souci de dire vrai, pour reprendre l'expression de Foucault. C'est très curieux d'ailleurs, dans le tout dernier épisode, il y a un plan, il est fugitif, mais il est là, sur les gens qui, le 20 janvier, n'est-ce pas, vident toute la bibliothèque de Bartlett pour mettre celle de Santos. Et on voit un plan sur un livre de Foucault qui est Society must be defended, titre français, il faut défendre la société. Donc cette insistance, il faut la prendre au sérieux. C'est le fait, vous savez, que Foucault a une très grande importance dans le monde intellectuel américain, et son idée de la force de la parole et de la parole politique est reprise en charge par toute la série. Sur le plan esthétique, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'effectivement, c'est à travers la façon dont les gens parlent qu'on arrive à comprendre qui ils sont. Je vais prendre un contre-exemple, Margot. Margot, qui est la secrétaire, enfin pardon, l'adjointe, non, secrétaire de direction, on va dire, de Léo, le personnage joué par John Spencer. Elle est sotte. Elle est géniale, elle fait tout ce qu'il faut. C'est vraiment la secrétaire de direction absolument parfaite. Mais elle ne comprend que le premier degré. Elle est incapable de comprendre le deuxième degré, ce qui fait donc qu'elle est pleine de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui va proposer naïvement dans sa parole, c'est délirant, de contrefaire la signature du président parce que le président ne peut pas signer. Et alors évidemment, en face, vous avez Léo qui s'étouffe devant une telle horreur. Mais voilà, la parole dit ça. Et puis, philosophiquement, c'est aussi quelque chose de très profond. C'est que l'être humain peut se voir, enfin, la vérité de l'être humain va se voir dans ses actes, dans son corps, mais aussi beaucoup dans sa parole. Et du coup, il y a une érotisation de la parole dans The West Wing qui est magnifique. Vous avez des tirades qui sont éblouissantes d'argumentaire. Vous êtes emportés, les gens sont intelligents, et je me sens intelligente en même temps, et ça, c'est un vrai bonheur. Et ça vous arrive de temps en temps comme ça. Enfin, moi, en regardant The West Wing, je me sens plus intelligente qu'à mon tour, et c'est quelque chose qui est lié à cette érotisation, qui va avec le fait qu'il n'y a pas de sexualisation. C'est-à-dire que on parle un peu de sexe, oui, effectivement, je vous ai parlé du lit cassé par le président, mais sinon, on ne fait pas trop l'amour. Hein. Si, tout à fait au début, mais Rob Lowe, le personnage qui se retrouve avec... Vous aviez reconnu peut-être Lisa Edelstein comme prostituée tout à fait dans l'exemple du premier pilote. Lisa Edelstein, c'est le Dr. Cuddy dans Dr. House. Et elle joue la prostituée, mais il n'y a que Rob Lowe qui n'a pas vu que c'était une prostituée. Mais sinon, je crois que c'est la séquence la plus osée de tous 155 épisodes. Et puis à la fin de la saison 7, pendant la nuit des élections, nos personnages ils vont partir deux par deux dans leur chambre et ils vont baiser. Parce qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus à parler, il ne faut plus attendre que les électeurs, donc passons au sexe, quoi. Bon, on va finir là-dessus. Je dois te couper, même si on pourrait parler des heures. On n'a pas dit tout ce qu'on voulait, mais on arrive au bout, on a même dépassé. Donc, je te remercie vraiment beaucoup, Carole. Mais c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir. J'espère qu'il y aura des spectateurs qui auront envie de voir cette série. Regardez The West Wing. Voilà. Si vous vous dites que, je sais,
155 épisodes, j'ai calculé. Ça fait 63 longs métrages. J'ai calculé. C'est beaucoup trop long. Alors, ne faites que la première saison. Ne faites que la première saison. Et vous aurez beaucoup de plaisir, ça suffira. Elle est formidable, de toute façon, la première.